Voilà, donc nous accueillons aujourd'hui Monsieur Ehrenberg, qui est sociologue, directeur du groupement de recherche psychotropes, politique et société du CNRS. Il travaille de manière générale sur l'histoire et l'anthropologie de l'individualisme contemporain. Il est membre de la comité de rédaction de la revue Esprit et a publié plusieurs ouvrages, dont une suite de 3, dont les titres sont, donc chez Odile Jacob, Le culte de la performance chez Kalman Levy en 1991, L'individu incertain chez Kalman Levy en 1995, et enfin le dernier donc chez Odile Jacob, La fatigue d'être soi, dépression et société chez Odile Jacob. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole. Merci et bonsoir. Alors, la page de couverture du programme de l'Université de tous les savoirs que vous avez devant vous tombe bien, si je puis dire, par rapport à cette conférence, parce qu'elle fait un usage malicieux ou ironique de ce dont il sera question ici, puisqu'on va en grande partie quand même parler de drogue, de médicaments psychotropes, de dépression, de dopage, de dépassement de soi. Bon. Alors, vous l'avez vu, cette page se présente avec ses 12 gélules et cette légende, 366 jours pour se doper au savoir. Alors, évidemment, ici, les gélules sont sans danger, elles sont juste supposées stimuler, si besoin était, votre appétit de savoir et de comprendre. Néanmoins, cette malice n'aurait guère été pensable sans un contexte global grâce auquel chacun comprend immédiatement qu'il s'agit d'un clin d'œil et non évidemment d'une invitation à consommer une quelconque gélule stimulante, apaisante, etc. Alors, c'est ce contexte qu'on explorera ici. On va commencer par des affaires de mots. Extrême et risque font partie de ce qu'on peut appeler un réseau sémantique qui est composé de toute une série de mots, j'en isole un certain nombre, comme changement, compétition, incertitude, responsabilité, concurrence ou décision. On sent bien que tous ces mots ont un air de famille. J'opposerai ce réseau à un autre réseau sémantique dont, vous le noterez, on fait beaucoup moins usage aujourd'hui. Et là, on trouve des mots comme interdit, discipline, obéissance, sacrifice, sens du devoir, etc. Dans le premier cas, l'élément commun se réfère au monde de l'action individuelle, dont l'horizon, on va le voir, est la figure de l'entrepreneur. Dans le deuxième cas, l'élément commun se réfère au monde de l'exécution mécanique, de l'uniformité, dont le travailleur à la chaîne est l'incarnation. De l'exécution mécanique à l'action individuelle, ce changement de vocabulaire a une signification historique majeure, à savoir qu'il exprime l'idée que nous avons assisté au cours, disons, de la deuxième moitié du XXe siècle, au basculement d'une société organisée par la discipline à une société organisée par l'idée d'autonomie ou d'initiative individuelle. Ce basculement représente un changement majeur de l'individualité, un véritable remaniement anthropologique, c'est-à-dire que ça met en jeu les transformations des conceptions que nous avons de nous-mêmes en tant que personnes. Changement majeur, disais-je, parce qu'il touche tous les niveaux, social, institutionnel, politique et évidemment psychologique. C'est une sorte de nouvelle psychologie collective. On peut exprimer de manière encore un peu différente ces deux mondes ou ce changement dans un style d'existence qui est organisé par la discipline et l'interdiction. La question qui se posait à chacun était plutôt du type « que m'est-il permis de faire ?» Quand la référence à l'autonomie et à l'action domine les esprits, comme aujourd'hui, quand elle s'est instituée, la question est plutôt « suis-je capable de le faire ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour traiter de ce changement dans l'individualité et d'essayer d'en montrer quelques-uns de ces enjeux, je suivrai le fil conducteur de la drogue, des médicaments psychotropes, de la pathologie mentale et je me centrerai plus particulièrement sur la dépression.
À travers ces objets, ce fil directeur, mon angle d'attaque, qui est en même temps le plan de cet exposé, consistera à mettre en relation 3 changements. Dans une première partie, que j'ai appelée les évangiles de l'épanouissement personnel, j'essaierai de montrer comment la dynamique d'émancipation qui émerge au cours des années 60 a progressivement dessiné un type d'individu qui est le propriétaire de lui-même, sur le mode « mon corps est à moi et à moi seulement ». Ce phénomène recouvre une situation de l'individualité qu'avait en fait parfaitement pressenti Claude Lévi-Strauss en 1960, quand il écrivait dans un livre qui s'appelle « La pensée sauvage », dans notre civilisation, tout se passe comme si chaque individu avait sa propre personnalité pour totem. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'émancipation s'est concrétisée par un souci croissant pour l'identité, c'est-à-dire une sorte de totémisation de soi. Dans une deuxième partie que j'appelle les tables de l'initiative individuelle, je décrirai comment les exigences d'action, d'autonomie, d'initiative personnelle se sont agrégées à cette première dynamique, en gros au cours des années 80, induisant un mode de vie plutôt caractérisé par des normes de dépassement de soi sur le modèle d'une sorte d'aventure entrepreneuriale. Ma troisième partie, qui sera en même temps la conclusion, et pour garder un vocabulaire un peu biblique, je voulais appeler ça l'enfer de la responsabilité personnelle. Finalement, c'est qu'il ne faut pas quand même exagérer, ce serait plutôt les contradictions de la responsabilité personnelle. Donc, j'essaierai de montrer que ce double processus, que j'aurais donc décrit auparavant, a conduit à l'émergence d'un nouveau problème, la souffrance psychique, dont les dépressions et les addictions sont, je pense, l'avant-garde et le prototype, est devenue une question sociale et politique de grande envergure, dont on ne sait pas très bien quel est son statut. Du culte de la performance à l'effondrement psychique, nos sociétés ont fini par donner forme à une culture du malheur intime parfaitement inédite, je veux dire que ne connaissaient pas les générations précédentes, et qui se positionne comme l'envers de nos modes de vie. La performance, l'épanouissement individuel et cette nouvelle vulnérabilité de masse forment les 3 registres de la nervosité dans la civilisation. Donc, les évangiles de l'épanouissement personnel. Les années 60 sont, on le sait, le noyau de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Elles amorcent la grande transformation. Le style de vie de la France des notables, avec son sens de l'épargne, son culte du patrimoine, son rêve d'enracinement que symbolisait à l'époque la maison de maître, s'efface. Toute une série d'éléments nouveaux dans lesquels il faudrait détailler évidemment, et que je ne peux pas faire ici, apparaissent après-guerre: le bien-être, la croissance, les politiques d'éducation, l'accroissement de la mobilité sociale et géographique, les politiques d'équipement collectif, du logement, le renforcement de la protection sociale, etc. Toutes ces nouveautés dans le social et le politique ont 3 conséquences. La première conséquence qui sont liées, et c'est la dernière qui nous intéresse ici. La première conséquence, c'est qu'ils ouvrent l'espace des possibles, c'est-à-dire que c'est le début de ce qu'on appelle l'ascenseur social. La deuxième conséquence, eh bien, c'est qu'il diminue évidemment les aléas de l'existence, le fait que la sécurité matérielle s'accroît, les gens se sentent plus protégés. Et troisièmement, ces éléments rendent les gens plus indépendants de leur communauté d'appartenance et des contraintes de la tradition. Les règles d'autorité et de conformité aux interdits qui assignaient aux classes sociales comme aux 2 sexes un destin commence à être ébranlé. L'idée que chacun puisse devenir quelqu'un par lui-même et vivre la vie qu'il entend choisir commence à se diffuser au cours de cette décennie. Alors, pour en donner une idée, je dirais que cette idée, par exemple, est médiatisée dans la vie quotidienne à travers l'apparition de nouveaux magazines, l'Express et le Nouvel Observateur, les magazines féminins et aussi de nombreux ouvrages de psychologie populaire qui commencent à adopter un nouveau ton, en gros, à partir de la fin des années 50, début des années 60.
En quoi consiste ce nouveau ton? Eh bien, tout simplement, c'est qu'ils sortent, disons, d'une morale du devoir pour promouvoir une morale de l'épanouissement personnel que, je le signale, le Club Méditerranée, ce symbole de la société de consommation à l'époque, met en pratique au même moment dans le domaine des vacances. Que font ces médias? Eh bien, ils poussent les lecteurs, et il faut dire surtout les lectrices, à s'intéresser à leur vie psychique, à leur vie intime. Sur le mode, ce n'est pas du nombrilisme que de s'intéresser à soi. C'est-à-dire que les médias les déculpabilisent en fournissant un langage qui les autorise moralement à se déprendre d'un destin auquel il fallait au fond s'adapter vaille que vaille, comme on pouvait, au profit de la liberté de choisir sa vie et de chercher ses désirs véritables. Il faut noter aussi que c'est à cette époque que la psychanalyse, qui est quand même une clinique du désir avant tout, commence à se populariser et connaîtra d'ailleurs au cours des années 70 le sommet de sa gloire avant de commencer à connaître un déclin qui n'est peut-être pas définitif d'ailleurs. L'émission animée par Ménie Grégoire sur RTL, Cher Ménie, fut le symbole populaire de ce nouveau ton et la grande caisse de résonance de ce souci de soi tout à fait inédit. Ça s'est terminé, ça commence en 1967, ça s'est terminé en 1980. La politisation de ces questions s'amorce avec l'émergence de nouveaux mouvements sociaux après mai 68 qui font en gros entrer dans l'agenda politique la question de la propriété de soi, la réforme de l'avortement et du divorce en s'en étant les principaux résultats. Le droit de disposer de son corps est désormais un enjeu politique permanent. Il suffit de penser, sans rentrer dans les détails, aux multiples débats bioéthiques, de la fécondation in vitro en 1980 au clonage thérapeutique en l'an 2000 ou aux controverses extrêmement violentes que l'on a vues ces dernières années sur le Pacs et sur toutes les questions de filiation. Au cours des années 70, des valeurs de choix total commencent à s'imposer. C'est la libération à l'égard des interdits. Nos sociétés commencent à entrer dans un âge qu'on peut appeler de la possibilité illimitée. Rien ne doit limiter cette aspiration nouvelle, certains diront peut-être cette étrange passion d'être seulement soi-même qui saisit nos contemporains depuis une trentaine d'années. Nous sommes émancipés au sens propre du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idéal politique moderne, l'idéal démocratique, qui fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, de l'homme le propriétaire de lui-même et non le docile sujet du prince, eh bien, cet idéal s'est étendu à tous les aspects de l'existence. Il est devenu une forme de vie, notre forme de vie. Le déclin de la référence à l'interdit, à cette culture du renoncement qui caractérisait nos sociétés depuis longtemps, fait apparaître une nouvelle figure d'individu que Nietzsche avait d'ailleurs parfaitement définie à la fin du XIXe siècle, je le cite, l'individu souverain qui n'est semblable qu'à lui-même, autrement dit, qui fait de lui-même son propre totem. Ce qui était réservé, disons, à des élites sociales ou à des milieux artistiques, la bohème, devient un idéal commun. Autrement dit, nous avons assisté à un processus de démocratisation de l'exceptionnel. Là, et je crois, la nouveauté des années 60-70, la société devient individualiste. Alors, les drogues, la dépression, la pathologie mentale dans tout ça, eh bien, je vais commencer à en dire quelques mots. Les drogues, dont Baudelaire pensait, à juste titre d'ailleurs, donc il y a maintenant un siècle et demi presque, pensait qu'elles sont des moyens de multiplication de soi jusqu'à devenir Dieu, précisait-il, se diffusent au cours des années 60 comme le symbole le plus provocateur de cette ouverture des possibles. Ces idéologues la présentent à l'époque simultanément comme une sorte de mystique, par exemple le slogan du LSD c'était « Je veux voir Dieu en face », et en même temps comme une politique. Il s'agit d'inventer de nouveaux rapports entre les hommes. Le mot-clé, c'est expansion de la conscience. Les Beatles font l'apologie des fumeurs de marijuana contre les épaves à whisky. C'est le temps du feeling. Levons donc toutes les barrières, y compris mentales.
L'usage de drogue concentre les utopies émancipatrices, elle symbolise les tendances nouvelles en Amérique du Nord et en Europe, à lever les barrières empêchant chacun de disposer de lui-même comme il l'entend dans une période où les richesses nationales, la possibilité de consommer s'accroît démesurément. Et là, il y a une sorte de nouvelle opportunité qui est une opportunité mentale. Les drogues incarnent la volonté de faire table rase des valeurs de la famille, de l'autorité, du travail, de la réussite sociale, etc. C'est donc bien la question des limites à la propriété de son corps qui, au-delà des risques sanitaires, est posée à l'époque par la drogue. Et c'est effectivement en termes de transgression et non de risque que la lutte contre la drogue s'organise. De nombreux pays européens et les États-Unis réforment leur législation à peu près à la même époque. Et en France, les parlementaires français votent en 1970 une loi qui étend la prohibition à l'usage privé auparavant admis. C'est-à-dire ce qui était interdit, c'était l'usage public ou collectif. Malade ou délinquant, voilà comment est formulé politiquement le problème. Un rapport fait par Madame Monique Pelletier sera remis vers 78-79 au président de la République, Giscard d'Estaing, un rapport très intéressant, très bien fait, qui différencie les différents types de drogues, les différents types d'usages. On voit que les experts connaissent bien les problèmes, simplement il précise que, au fond, il serait très embêtant de lever l'interdit pesant, par exemple, sur des drogues les moins dangereuses comme le cannabis, tout simplement parce que la jeunesse chercherait alors des transgressions encore plus dangereuses. Donc on est vraiment préoccupé par cette question-là. Alors, cette levée des barrières ne va pas, par ailleurs, sans susciter de nouvelles inquiétudes qu'on ne voit pas sur la scène sociale, parce que l'époque est encore évidemment extrêmement optimiste. Nouvelles inquiétudes qui représentent la face sombre de l'émancipation. Et là, ces inquiétudes, il faut les chercher dans les coulisses. Elles se voient, par exemple, à l'apparition de troubles psychologiques d'un style nouveau dont particulièrement les psychanalystes se font l'écho. Traditionnellement, la psychanalyse traite de pathologies qu'on appelle des névroses, c'est-à-dire, je les définis rapidement, ce sont des pathologies mentales qui résultent de conflits psychiques remontant à la petite enfance et, parce qu'ils sont refoulés dans l'inconscient, produisent des symptômes divers, dont, entre autres, évidemment, des symptômes de type dépressif. Le noyau du conflit psychique est lié à l'Oedipe, le désir, inconscient bien sûr, s'y affronte à l'interdit. C'est pour ça que je parlais de clinique du désir tout à l'heure. Or, les psychanalystes notent, au cours de cette décennie, les années 70, un accroissement très net de patients dépressifs, mais qui ne seraient pas névrosés. Ils nous expliquent que ce sont moins les conflits, les contradictions du désir qui sont en jeu que l'identité. Les patients manifestent à la fois, l'identité, c'est-à-dire que les patients manifestent à la fois une sorte d'absence de limite de soi et un besoin d'être terrible, produisant une insécurité identitaire chronique. Les psychanalystes parlent de patients difficiles, tout en précisant d'ailleurs souvent que tous les patients sont difficiles. Ils parlent de pathologie narcissique. Et le sentiment de perte de sa propre valeur envahit le patient. C'est la honte qui semble dominer et non plus la culpabilité, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Les psychanalystes mettent d'ailleurs en relation ce sentiment avec la perte de légitimité des interdits qui, disent-ils, pouvait certes induire une culpabilité pathologique, mais structurait néanmoins la personne. Il y avait quelque chose contre quoi se construire, si vous voulez. Ici, la personne est dominée par un sentiment de vide et d'insuffisance tel qu'elle a des difficultés à supporter les frustrations. De là, sa tendance à rechercher des sensations avec la drogue, l'alcool, les tranquillisants, la nourriture, c'est-à-dire la boulimie en l'occurrence, etc., qui comble le vide. La boulimie est d'ailleurs considérée comme une pathologie qui explose au cours des années 70. Les psychiatres disent avant on voyait très très peu de ce genre de pathologie et tout d'un coup on en rencontre beaucoup. Donc qui comble le vide, disais-je, et en même temps abrase le conflit. Les toxicomanies, nous disent toujours les cliniciens, sont des modes de défense contre la dépression. Ce sont des équivalents dépressifs. Le thème de l'expansion des consciences décline,
celui de des usages autothérapeutiques des drogues monte. La dépression et l'addiction sont peut-être deux faces de ce que j'appellerais des pathologies de la grandeur. Au lieu de la vieille culpabilité bourgeoise et de la lutte pour s'affranchir de la loi des pères, c'est Oedipe, la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres idéaux et l'impuissance qui en résulte, c'est Narcisse. La dépression et l'addiction sont au fond la contrepartie de la démocratisation de l'exceptionnel. Elles constituent le prix de l'émancipation totale. Je passe à ma deuxième partie. Aux évangiles de l'épanouissement personnel, donc à la montée des valeurs de choix total, d'identité, etc., s'ajoutent les tables de l'initiative individuelle à partir des années 1980. Cela représente une deuxième inflexion dans l'individualité contemporaine. Au cours de cette période où l'État-providence, on le sait, entre en crise partout, la société française est saisie d'une sorte d'ivresse des concurrences, des compétitions, en même temps que la concurrence entre projets politiques, mais non pas entre partis, bien entendu, tend à s'estomper. De nouvelles figures, populaires ou héroïques, envahissent l'imaginaire social. Entrepreneurs, sportifs, aventuriers, héros de l'extrême, travailleurs responsables, chômeurs créant leur propre entreprise, raiders, battants, gagneurs, etc., tout cela constitue une sorte d'ambiance qui se constitue au cours des années 80. La France, mais bien entendu aussi les États-Unis avec Ronald Reagan et la Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher se convertissent à une version à la fois sportive, aventurière et entrepreneuriale de la vie en société. Moi, je parlais de culte de la performance en France et certains collègues sociologues britanniques parlaient de la société entrepreneuriale avec Margaret Thatcher. 3 déplacements caractérisent cette nouvelle sensibilité, c'est-à-dire le fait que là, nous rentrons véritablement dans le monde de l'action. Premièrement, le chef d'entreprise, qui, en France, quand même, était l'emblème traditionnel de la domination des gros sur les petits, c'est-à-dire qu'il incarnait le monde de l'héritage et de la rente, pas du tout le monde de l'action, est érigé en modèle d'action pour tous, et d'ailleurs, par la même occasion, l'entreprise devient citoyenne. Avec des guillemets, bien sûr. Deuxièmement, la consommation, qui, au cours des années 60, symbolisait la comédie du standing des classes moyennes ou l'aliénation des classes populaires, la consommation, elle, recycle les valeurs des mouvements de libération des années 70 et se transforme, elle aussi, en vecteur de réalisation personnelle. Ainsi, le mot interactivité devient le mot clé de la consommation, via en particulier de nouvelles émissions de radio et de télévision, avant qu'Internet, récemment, avec ses sites personnels et ses webcams, ne lui permettent de se concrétiser techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, chacun peut se mettre en spectacle pour montrer qui il est. Finalement, c'est le modèle de mise en scène de soi du Club Méditerranée qui s'est généralisé. Alors, troisième élément, le champion sportif, qui lui est un héros traditionnel plutôt des classes populaires, bien qu'on sache depuis longtemps que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on a des chances de pratiquer un sport. Donc, malgré cela, c'est quand même une figure plutôt des classes populaires, pensons à Raymond Poulidor, Raymond Coppa, etc., et redéfini au cours des années 80 comme un symbole d'excellence sociale, et le sport devient quelque chose de chic. Un personnage aujourd'hui déchu a été le VRP de ce style de vie, c'est Bernard Tapie. Il a vraiment représenté le mariage du sport, de l'aventure, de l'entreprise. Certains se rappellent peut-être qu'il a animé pendant quelques mois une émission, enfin ce que j'appellerais moi un show entrepreneurial, à une heure de grande écoute sur TF1 qui s'appelait, d'un mot symbolique, Ambition. Alors ce culte de nouveau de la performance, il se diffuse à un moment politique précis. À savoir entre le tournant de la rigueur, c'est 1982, et le gouvernement Fabius, 1984-1986. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet politique de la gauche, qui fait qu'elle est de gauche, comme disent certains aujourd'hui, échoue.
Et elle met fin ainsi à sa double utopie traditionnelle, l'utopie réformiste, c'est-à-dire une sorte de société assurantielle qui protégerait tout le monde, et l'autre utopie étant l'utopie révolutionnaire, celle de l'alternative au capitalisme. Les noces du sport, de l'aventure, de l'entreprise apparaissent comme une sorte de réponse extra-politique à la crise de l'action publique keynésienne, assurantielle, etc. Sont ainsi mis en scène des modèles d'action accessibles à tout un chacun, des modèles de proximité dont on peut s'emparer. En quelque sorte, c'est la fin de la lutte des classes, ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, que les inégalités sociales diminuent. Non seulement elles se renforcent par certains aspects, mais par ailleurs, dans ce contexte-là, elles se recomposent, tout simplement. La performance combine un modèle d'action, entreprendre en France, c'est plus être un rentier, et de justice, n'est-ce pas, en sport, le premier est toujours le meilleur, alors que dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Bon. C'est pour ça d'ailleurs que le dopage est une tricherie. Donc, un modèle d'action et un modèle de justice avec un style d'existence, l'épanouissement personnel d'un individu émancipé de ces fameux interdits qui l'empêchaient de choisir sa vie. Les années 70 invitaient chacun à partir à la conquête de son identité personnelle. Les années 80 nous ont invités à partir à celle de la réussite sociale par l'initiative individuelle. Bref, l'idéal est désormais de devenir l'entrepreneur de sa propre vie. Alors, les exigences d'action et de performance individuelle s'accroissent à ce moment-là largement pour toutes les couches sociales, c'est-à-dire qu'on sait bien que depuis à peu près une quinzaine d'années, pour trouver un emploi, même précaire, il faut faire preuve de motivation, de capacité de présentation de soi. Il faut être capable d'élaborer des projets, de passer des contrats, etc. D'ailleurs, à propos de contrats, Alain Supiot a fait ici une très belle conférence sur la contractualisation de la société qui n'est pas sans lien, mais je ne peux pas aborder cette question, avec ce dont il est question ici. Dans l'entreprise, pour ne pas parler d'autres institutions comme la famille, le modèle disciplinaire de gestion des ressources humaines recule au profit de normes qui incitent le personnel à des comportements autonomes, y compris en bas de la hiérarchie. Si on prend l'exemple de l'école aussi, là je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais les mécanismes de la sélection scolaire se produisaient en amont de l'école, c'est-à-dire il y avait une sursélection des classes populaires qui se faisait en amont pas de l'école, mais du lycée. C'est ce que montraient Bourdieu et Passeron dans les années 60 et 70. À partir de la réforme Haby, qui en 1975, les mécanismes de la sélection sociale se font tout à fait autrement, c'est-à-dire que les parcours scolaires s'allongent et au fond, c'est au cours du parcours lui-même que se fait la sélection, en même temps que les exigences de réussite s'accroissent, ce qui fait que c'est, au lieu que ça soit une sélection, disons, presque anonyme, c'est l'élève lui-même qui subit la responsabilité de son propre échec. Ce qui, évidemment, n'est pas sans entraîner des formes de stigmatisation personnelle. On pourrait prendre d'autres exemples, mais disons simplement qu'aujourd'hui, l'autorité s'appuie moins sur l'obéissance mécanique que sur l'initiative. Responsabilité, capacité à évoluer, flexibilité, etc., tout ça dessine notre nouvelle liturgie. Donc des pressions nouvelles s'exercent sur l'individualité qui doit, pour se maintenir dans la socialité, agir au long cours là où elle se contentait d'obéir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la question « que m'est-il permis de faire ?», mais on est tous dans la question « suis-je capable de le faire ?» Les exigences de responsabilité, autrefois réservées aux cadres supérieurs et aux professions libérales, s'étendent jusqu'aux érémistes et aux précaires. Des formes de liberté sont gagnées, bien sûr, mais de nouvelles contraintes apparaissent. Parce que ces transformations normatives conduisent à faire de l'agent individuel le seul responsable de son action. Les erreurs se payent comptant. Il se produit en quelque sorte un report de responsabilité qui relevait auparavant des institutions vers l'individu lui-même. C'est-à-dire que l'individu doit se prendre en charge en se dépassant plus ou moins sur le long cours. À l'aspiration à l'autonomie qui avait explosé dans les années 70, s'ajoute désormais la contrainte de l'autonomie dans les années 80.
Autrement dit, je crois que nous avons assisté en l'espace d'une génération à une nouvelle phase de l'individualisme, c'est-à-dire son institution en mode d'action universel à travers la figure de l'entrepreneur. Ce nouveau contexte alimente l'évolution des rapports aux drogues, aux médicaments psychotropes et à la dépression. Au milieu des années 80, un rapport d'un groupe de médecins du travail de la région parisienne souligne que les salariés ont désormais tendance à prendre des anxiolytiques alors qu'auparavant ils prenaient des congés maladie. Il semble que quelque chose change dans la donne du travail. En 1988, un guide des 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement, qui fait scandale, d'ailleurs il est traduit en espagnol, physiquement, intellectuellement et sexuellement. Bon. Explique qu'il faut différencier le fait de se droguer, et se droguer, c'est-à-dire s'évader de la réalité, se marginaliser, etc. Il faut différencier le fait de se droguer du fait de se doper, c'est-à-dire utiliser des substances diverses, dont la liste est dressée, permettant d'affronter un monde de concurrence impitoyable. Alors, ceci est quand même, je crois, significatif d'un changement de statut des drogues et des médicaments psychotropes dont les frontières commencent à se brouiller. Le caractère bien souvent autothérapeutique des drogues, que j'ai évoqué tout à l'heure, indique que celles-ci, au fond, commencent à devenir des sortes de moyens de masse permettant d'alléger le poids que nous devenons de plus en plus pour nous-mêmes dans des rapports sociaux qui exigent de plus en plus que chacun décide et agisse en s'appuyant sur ses propres ressorts internes, au lieu de suivre simplement ou mécaniquement les instructions données par la hiérarchie. Au moment où la drogue sort de l'exploration de soi, qui était la période des années 60, période très très courte quand même, et qui finalement reprend la tradition romantique de De Quincey et de Baudelaire. Donc au moment où la drogue sort de cette thématique de l'exploration de soi et bascule vers l'autothérapeutique, le médicament, lui, sort, disons, de la thérapeutique proprement dit. Des controverses montent en Europe et aux États-Unis à partir de la fin des années 70 et des années 80, sur les tranquillisants particulièrement. Combien d'articles au cours des années 80 en France sur le thème « Les Français, tout ce qu'aiment aux tranquillisants ». Aux USA, on parle de cauchemar national. Bon. Les frontières, au fond, entre prescription à des fins thérapeutiques et prescription à des fins de quoi? On ne sait plus dire. À des fins de confort, à des fins d'amélioration de la performance, se brouillent. Les controverses reprennent ensuite au cours des années 90 avec les antidépresseurs à cause du lancement d'une nouvelle classe d'antidépresseurs dont le Prozac est le chef de file, non pas le premier mais le plus connu, celui qui a marché sur tous les plans, c'est-à-dire finalement ces antidépresseurs qui permettraient d'améliorer votre humeur, de vous stimuler, que vous soyez malade ou non. Donc la question du normal pathologique commence à se poser. La notion de performance, c'est-à-dire une sorte d'instrumentation de soi à des finalités, pour des finalités qui sont tout à fait hétérogènes, est en train d'absorber celle de thérapeutique. Et la notion de dopage, en même temps, commence, là on est en plein, le procès Festina commence aujourd'hui, mais on ne parle pas de ça en réalité du tout. La notion de dopage sort du sport pour entrer dans le langage commun. Vous voyez ça partout, vous l'employez, chacun l'emploie. Cette extension est une manière de dire que la distinction entre se droguer et se soigner s'est brouillée. On n'est ni tout à fait dans la maladie, c'est-à-dire quelque chose qui renverrait à une polarité normale pathologique, ni non plus dans la transgression, c'est-à-dire quelque chose qui renverrait à une polarité permis-défendu. Et là, on est du côté de la drogue, bien sûr. On est plutôt dans, quelque chose comme l'amélioration de soi, la démultiplication de ses propres possibilités dont il faut tester les limites et mesurer les risques. Comment être mieux que soi, comment être plus que soi. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être soi? Parce que l'affirmation, comme on peut le voir aujourd'hui, parfois radicale, d'une identité, d'une différence singularisante, est à la mesure de l'incertitude qui travaille l'identité, je veux dire. La désinhibition
par les substances diverses est évidemment un corrélat de la culture de l'action individuelle et de la revendication identitaire dans laquelle nous sommes désormais voués à vivre. Si on regarde du côté de la notion de dépression, eh bien, on la voit évoluer aussi. Par exemple, les psychiatres considèrent de plus en plus que, je schématise toujours, parce qu'en réalité, dans tout ce que je dis, il y a des controverses, donc c'est pas aussi linéaire que ça, mais on voit ça dans la littérature psychiatrique, que les psychiatres considèrent de plus en plus que finalement le trait fondamental de la dépression, c'est moins la tristesse et la douleur morale que l'inhibition, qui devient, comme on le voit dire un peu partout, le concept cardinal de la dépression. Autrement dit, la dépression apparaît moins comme ce qu'elle était traditionnellement, c'est-à-dire une passion triste au fond, que comme une action insuffisante. On tend vers le territoire de l'apathie, on tend vers l'absence d'action. Alors, évidemment, je ne sais pas si les gens sont plus inhibés hier ou étaient plus inhibés hier qu'aujourd'hui. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on peut poser la question et on ne voit pas très bien comment on pourrait mesurer une telle chose. Mais tout le monde comprend, je crois, que l'inhibition est quelque chose de beaucoup plus visible et de beaucoup plus handicapant dans une société qui fait appel à l'initiative que dans une société qui fait appel à la docilité, à la discipline, etc. Et c'est donc aussi beaucoup plus handicapant. Commettre une faute à l'égard de la norme aujourd'hui consiste désormais moins à être désobéissant qu'à être incapable d'agir. C'est moins l'indiscipline qui est en cause, la transgression d'un ordre, d'une autorité, que sais-je, que l'incapacité à être à la hauteur. Parce que la socialisation, ça ne consiste plus à discipliner les corps, pour reprendre des expressions de Michel Foucault, dans Surveiller et punir, donc qui est paru en 1975, à discipliner les corps pour qu'ils restent à leur place une fois pour toutes. La socialisation vise plutôt à produire en permanence une individualité capable de décider et d'agir par elle-même. Il ne s'agit pas de rendre les corps dociles sur le modèle de la machine que l'on déclenche ou de l'animal domestique que l'on dresse. Il s'agit plutôt de les rendre auto-organisés comme un système cybernétique avec ses boucles de rétroaction. La notion de dépression met alors en exergue certaines tensions de notre mode d'être. Si la névrose que Freud invente à la fin du XIXe siècle, en tout cas c'est sa conception de la névrose qui l'a emporté, est, sociologiquement parlant, une maladie de la culpabilité et du renoncement, la dépression, elle, serait plutôt une pathologie de la responsabilité et de l'insuffisance, n'est-ce pas? Insuffisance à l'égard des exigences de l'action et de celles de l'identité. Par ailleurs, la dépression est aujourd'hui considérée comme une pathologie très récidivante, à tendance chronique, tandis que dans les traitements, de nombreux patients, un très gros pourcentage, ne connaît que des rémissions partielles. Il y a une crise de l'idée de guérison. Les recommandations pour des traitements à long terme, voire à vie, sont tout à fait communes en psychiatrie, ce qui veut dire que la profession relativise la référence à la guérison au profit d'une problématique qu'on pourrait plutôt appeler de l'accompagnement au long cours, qui s'exprime en termes de risques qu'il faut réduire et de qualité de vie qu'il faut augmenter. Parmi les risques, il y a le suicide, par exemple, il y en a d'autres. Il se passe exactement le même genre de choses pour la drogue, c'est-à-dire que l'action publique et les corps professionnels, de manière générale, se réfèrent moins à l'interdit, bien que la loi de 70 n'ait pas été modifiée, qu'à la réduction des risques. Les prises en charge elles-mêmes consistent également en des accompagnements à long terme avec des produits de substitution comme la méthadone, donc combinés avec des accompagnements thérapeutiques, sociaux aussi éventuellement. Et les addictions ont d'ailleurs tendance, d'une manière générale, à se chroniciser. Le chronique est un personnage qui semble en voie de généralisation. Et au fond, le paradoxe aujourd'hui, c'est que
tout semble traitable, mais rien ne semble véritablement guérissable. Alors peut-être faut-il tirer, disons, une conclusion avant de passer à la troisième partie de cela, le fait que tout soit traitable et rien ne soit véritablement guérissable. Peut-être justement aujourd'hui ne s'agit-il plus de guérir de quelque chose que d'être accompagné et modifié tout au long de sa vie par des personnes, des organisations ou des produits. En parlant de produits, on pourrait dire que de ce point de vue, le Prozac ou la méthadone serait au comportement ce que le silicone est à l'apparence corporelle dans la chirurgie esthétique, ou la procréation médicalement assistée à la filiation. Troisième partie, les contradictions de la responsabilité. Alors, les drogues, les médicaments psychotropes ne sont, je crois, qu'un aspect d'un développement tout à fait hétéroclite, un développement généralisé de marchés de l'équilibre intérieur qui sont tout à fait hétéroclites, c'est-à-dire indescriptibles. Parce que, bon, il y a toute la médecine du comportement des troubles de l'esprit, il y a cette foultitude de psychothérapies, selon les sources, on dénombre de 200 à 400 techniques, mais cela va, ces marchés de l'équilibre intérieur vont évidemment bien au-delà de ces professions qui sont officiellement là pour prendre en charge nos différents problèmes. Pensons simplement au renouveau religieux et au mouvement spiritualiste. Les fonctions de consolation de la religion se sont fortement laïcisées et dans ces renouveaux comme dans ces mouvements, la dimension psychothérapeutique ou thérapeutique parfois tout court est tout à fait essentielle. Qu'il s'agisse des mouvements charismatiques ou du bouddhisme pour aller vite, c'est-à-dire que le spirituel est englobé dans le psychothérapeutique. Alors, ces marchés aux multiples composantes sont promis, à mon avis, à un bel avenir. Enfin, déjà, ça marche bien, parce qu'une société d'initiative individuelle et d'émancipation totale, dans la mesure où elle conduit chacun d'entre nous, avec toutes les inégalités que cela implique, à décider et à agir en permanence, eh bien, encourage des pratiques de modification de soi en tout genre. Mais en même temps, une telle société crée simultanément des problèmes de structuration de soi, n'est-ce pas, qui ne faisaient l'objet d'aucune attention dans une société disciplinaire. Ces problèmes de structuration de quoi, ils se voient à quoi? Eh bien, justement, ils se voient à la prégnance d'une vulnérabilité psychologique et sociale de masse encore inconnue dans les démocraties libérales il y a 20 ans. À côté de la généralisation de l'individu insuffisant, des désaddictions et des dépressions, s'est diffusé l'individu victime de traumatismes multiples. Vous voyez, par exemple, maltraitance, violence sexuelle, inceste, les rapports dans la famille semblent troublés, mais aussi du côté du monde du travail, le harcèlement moral, ou le harcèlement tout court, le stress, ou ces mystérieux troubles musculo-squelettiques dont on ne sait pas les origines et qui rendent incapable de travailler. Là, il semble que la souffrance au travail du salarié responsable se substitue au conflit de classe du travailleur dominé. Et la psychopathologie du travail, par exemple, est aujourd'hui un enjeu social et syndical d'importance, ce qui n'était pas auparavant. En particulier la fatigue mentale, la fatigue psychique, alors qu'avant c'était la fatigue physique qui importait, etc. On pourrait rentrer dans les détails. Autre exemple, rapide bien sûr, chez les enfants et les adolescents, surtout dans les milieux défavorisés, l'échec scolaire et l'absence d'avenir induisent des impulsions violentes ou suicidaires, des comportements dits psychopathiques et des prises de risques qui donnent le sentiment d'exister. Ce sont, en gros, tous les cliniciens le soulignent, des modes de défense contre l'effondrement psychique et particulièrement des façons de lutter contre la montée des affects dépressifs. Plusieurs rapports publiés au cours des années 90 notent l'importance des troubles du mal-être dans la population générale qui atteindrait plus de 20% de cette population. On insiste aussi sur les coûts socio-économiques et en conséquence la nécessité de mettre en place, non seulement des politiques de lutte contre la maladie mentale, mais des politiques de lutte pour la santé mentale, ce qui est un peu différent.
Lors du dernier forum économique de Davos, le forum économique mondial de Davos, donc ce qui apparaît comme l'un des symboles de la mondialisation, une table ronde était intitulée « La dépression est-elle le cancer du XXIe siècle ?» Bon, nos sociétés ont effectivement fini par donner forme à une culture inédite du malheur intime qui se décline tout au long d'une ligne qui va de l'apathie à la violence. Alors, pour conclure, disons, je poserai cette question, est-ce que cela signifie que les hommes sont plus malheureux aujourd'hui qu'hier? Cette question, je crois qu'elle n'a pas de sens. Comme le suggère, par exemple, cette réflexion de Robert Musil dans L'homme sans qualité, un des grands romans du XXe siècle, donc il écrivait la phrase suivante: « Les hommes étaient semblables à des épis dans un champ. Ils étaient probablement plus violemment secoués qu'aujourd'hui par Dieu, la grêle, l'incendie, la peste et la guerre. Mais c'était dans l'ensemble, municipalement, nationalement. » Fin de citation. Désormais, les secousses, elles prennent d'autres formes, elles se sont personnalisées en masse, si je puis dire. Elles ont l'air alors plus psychologiques que sociales et politiques. La raison tient au fait que nos formes de socialisation produisent non plus ces corps dociles et semblables les uns aux autres, que décrivait donc Michel Foucault dans Surveiller et punir en 1975. Surveiller et punir était quand même le grand livre d'analyse de la société disciplinaire, et le paradoxe, il est publié précisément au moment où les choses s'effondrent, où ce type de conception du monde est en train de s'effondrer. Donc je disais que nos formes de socialisation ne produisent plus ce type de corps, mais des individualités susceptibles d'agir par elles-mêmes en s'appuyant sur leurs ressorts internes. Alors ici, je crois, est en jeu l'une des grandes mutations de nos formes de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un choix que chacun peut négocier. C'est une règle qui est applicable à tous sous peine d'être mise en marge de la socialité. Entrer dans nos usages, disposant d'un vocabulaire courant, élaborer des projets, passer des contrats, faire preuve de motivation, etc. Cette règle fait corps avec nous, n'est-ce pas? C'est une sorte de réflexe. Autrement dit, elle s'est sociologiquement instituée. Alors, sans doute, reste à mieux la traduire dans la réflexion politique et l'action publique, qui est, disons, absente dans ces changements-là. Et pour terminer, je résumerai la façon dont on peut caractériser le type d'individu que l'émancipation et l'action ont produit et les nouvelles tensions qui l'accompagnent. Premièrement, l'individu est le sujet de son propre corps, c'est-à-dire son corps lui appartient. Et son identité sociale ne dépend apparemment que de lui-même, puisqu'il peut moralement choisir qui il veut être. Ce pluralisme normatif, radical, extrême, s'est traduit par l'explosion de la revendication identitaire dans toutes ses facettes au cours du dernier tiers du XXe siècle. Pensons par exemple à la montée de la question de la filiation homosexuelle aujourd'hui. Deuxièmement, le sujet de l'action est dans l'individu, c'est-à-dire qu'il en est le seul responsable. Le sujet de l'action, apparemment, pour aller vite, c'était des organisations collectives, syndicats, etc. Là, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Par conséquent, en conséquence de ces deux caractéristiques, sujet de son propre corps et le fait que le sujet de l'action soit à l'intérieur de nous-mêmes, socialement parlant, et donc psychologiquement parlant, en conséquence, l'individu n'a plus d'autre horizon que son propre corps, mais en échange, on le sait, il peut l'améliorer de plus en plus. Pensons, alors, les retombées médicales, selon un rythme parfaitement imprévisible aujourd'hui, des progrès de la génétique, vont généraliser ces questions, disons, de l'amélioration du corps. Je pense par exemple qu'il y a des énormes investissements dans des entreprises pharmaceutiques dans les projets, dans le vieillissement, et qui ne sont pas liés véritablement à la pathologie. Il s'agit d'amélioration du fonctionnement. Justement, la longévité n'est pas la pathologie, il s'agit de tout à fait autre chose. Donc on ne sait évidemment pas ce que ça va donner comme résultats médicaux, mais en tout cas, on va dans cette direction-là. Donc je disais, il n'a plus d'autre horizon que son propre corps qu'il peut améliorer de plus en plus, et sa propre vie qu'il doit réussir à tout prix. Un corps, une vie. De l'obéissance à l'action, du destin au choix et à l'identité,
ces changements de nos normes ont fini par loger la responsabilité entière de nos vies, non seulement au sein de chacun d'entre nous, mais également avec l'effondrement de l'idée d'une alternative au capitalisme au sein de l'entre-nous commun. De là peut-être cette nervosité parce que, enjoint d'être sujet de lui-même, l'individu est dans ce mouvement même sujet à de multiples pathologies de lui-même qui se manifestent par une floraison incroyable de la plainte subjective qui peut être traitée de toutes sortes de manières, mais on pourrait dire aussi de cette floraison de demandes de droits et de réparations judiciaires qui sont à un autre niveau, relèvent du même phénomène. Ce sont là, je crois, être sujet de soi-même et être sujet à de multiples pathologies de soi-même, ce sont là deux faces de l'individualisme contemporain. Je vous remercie. Allez-y. Oui, bon, merci pour cette magnifique interprétation de l'évolution, je dirais, socio-psychologique de ces dernières années, dernières décennies. Quand vous recommandez, devant ce tableau, on est porté à se dire, bon, mais comment prendre en compte ces réalités de façon plus efficace? Vous avez simplement évoqué une possibilité de meilleure prise en compte au niveau politique de ces constats. Donc c'est là-dessus que je voudrais vous inciter à aller un peu plus loin. Oui, je pense qu'il y a une faible réflexion, enfin, non pas une faible réflexion politique de la part d'un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, mais je crois une insuffisante prise en compte de cette nouvelle donne, c'est-à-dire qu'on nous donne l'impression qu'il n'y a plus que la société du marché et du contrat, en quelque sorte. Justement, je prendrai, puisque j'ai évoqué Alain Supiot tout à l'heure, et donc je prendrai le domaine du travail pour donner un élément comme ça, un exemple de réponse pour montrer que la situation, nous ne sommes pas dans une situation de dépolitisation généralisée, mais qu'il est possible d'avoir une prise politique là-dessus. Alain Supiot a dirigé un rapport qui avait été commandé par l'Union européenne, qui s'appelle Au-delà de l'emploi, qui a été publié par Flammarion il y a un an, je crois, et qui explique, par exemple, que dans le domaine du travail, et il y a toutes sortes de moyens techniques pour le faire, ce qu'il faut, c'est penser en termes non pas de défense passive des emplois, mais en termes de sécurité active des trajectoires, parce qu'effectivement, ce sont des trajectoires qui sont très souvent chaotiques. Et nous disposons, en quelque sorte, de toute une série de moyens d'action qui permettent de sécuriser ces trajectoires. Je dirais que c'est une démarche qui permet justement de restaurer un minimum de stabilité dans, disons, un monde qui est constamment en changement et des vies qui sont constamment en changement. Bon, on pourrait prendre aussi d'autres domaines, mais c'est juste pour donner un exemple. Oui. Oui. Allez-y. En haut, attends. Oui, allez-y. J'ai deux questions. D'abord, dans la fin de votre conclusion, vous avez donné une solution. C'est-à-dire qu'à partir de l'individu, il peut envisager de se transformer pour aboutir à être supportable et comprendre la société, supporter la société et s'entendre avec les autres. N'est-ce pas, en gros? Alors, oui, il y a eu un débat entre M. Beaulieu et M. je ne me souviens plus son nom, c'est le plus grand chirurgien de réparation, c'est un Brésilien, et M. Beaulieu a traité le problème de la vieillesse en reprenant les 10 principes de M. Dossel, prix Nobel, qui a dit pour vivre jusqu'à 120 ans, il faut observer ces 10 principes. En gros, bien sûr. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'il est possible de se transformer son cerveau? J'ai demandé à M. Beaulieu. Il m'a dit, la réponse à la question, oui, on peut se transformer. À la suite de ça, je suis allé voir les militaires. Les militaires s'occupent de chercher, de faire des études sur la torture. Alors, on est parvenu à conditionner les gens pour qu'ils supportent la torture. La question, c'est que dans les services d'espionnage ou dans les guerres, est-ce qu'on veut démolir le monsieur ou bien est-ce qu'on veut jouer un certain jeu?
puisqu'il supporterait, le torturé supporterait la torture, on pourrait le gagner ou faire quelque chose. Est-ce que vous pourrez poser votre question? Alors, la question est... Parce que je dois dire tout de suite que ça dépasse totalement mes compétences, hein, ces domaines-là. Si, quand même, parce que j'ai conclu qu'il y a moyen de se transformer dans un certain sens. Bon, deuxième chose, deuxième question d'ailleurs. Excusez-moi. C'est le centenaire de Nietzsche. Bon, j'ai relu tout Nietzsche, c'est énorme, et au fond, Nietzsche, il prône un peu ceci. Pendant 20 ans, il a été fou. Il n'a donc pas pu terminer son œuvre. Est-ce que vous pourriez poser une question, s'il vous plaît? Alors, justement, est-ce que Nietzsche correspond à la philosophie actuelle, comme vous la présentez, comme elle apparaît de tous les côtés? Merci. Ou est-ce que, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher comme défaut? Parce que, qu'est-ce qu'il prône? Merci. Le désintéressement, la sérénité et la responsabilité, d'une certaine façon. Je m'arrête là, donc, est-ce que vous pensez cela? Alors, pour l'autre question, la torture, vous me dites que vous n'êtes pas compétent. Enfin, bon, j'aurais un peu de mal à répondre à cette question aussi, mais dans certains aspects de la pensée de Nietzsche, j'ai trouvé, disons, des intuitions qui se réalisent aujourd'hui. Et il est vrai aussi qu'il faut avoir la grande santé pour pouvoir, disons, tenir à peu près dans le type de vie dans laquelle nous sommes. Mais enfin, voilà, sinon... Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question. Il y a une question ici. Si vous avez d'autres questions, une autre là et une là. Non, non, s'il vous plaît, vous attendez le micro. Non, non, une question là. J'ai une question toute simple. Je voudrais simplement savoir, selon vous, à quel stade en est l'évolution de l'expansion de l'individualité dans des civilisations très différentes de la nôtre, comme par exemple la civilisation japonaise ou la civilisation chinoise. En fait, je commence à comprendre dans quel piège je suis tombé. C'est-à-dire qu'évidemment, cette année est une année encyclopédique, mais il faut bien quand même que vous réalisiez que les intervenants ici, eux, malheureusement, ne sont pas encyclopédiques. Oui, allez-y. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que la genèse de tout ce que vous avez décrit dépend essentiellement des déceptions des idéologies politiques et religieuses qui avaient abouti aux 2 guerres mondiales en particulier, déception aussi des lois concernant l'union maritale, alors que c'est depuis 94 seulement qu'il y a une loi contre les violences à l'intérieur d'un couple. Autrement dit, la genèse me paraît être ça. J'aurais voulu avoir votre opinion. Et d'autre part, le problème essentiel me paraît être justement, est-ce qu'il y a besoin ou non d'appartenir à un groupe, et un groupe de quelle taille? Parce que bien sûr, il y a la famille, il y a la nation, il y a l'humanité entière, etc. Au fond, c'est une question de stratégie, et je me demande si on ne peut pas répondre en disant que finalement c'est fonction de l'individu. Il y a des individus qui sont, pour des raisons diverses, qui ne pourront qu'appartenir à un groupe, et même quelquefois à un groupe important. C'est-à-dire que non, la question elle rentre dans mes compétences là quand même, plus ou moins. Mais c'est-à-dire, parce que moi j'ai pas voulu du tout, peut-être ça, c'est pas comme ça que c'est passé. J'ai pas du tout voulu donner un ton pessimiste à ce que j'ai décrit. Hein. C'est-à-dire, je ne crois pas que ça soit, parce que vous parlez du thème de la déception, donc du déclin du religieux, du politique, etc. Non, je pense que c'est simplement la contrepartie de nos modes de vie, la contrepartie de l'émancipation, c'est-à-dire qu'au fond, on ne voit pas pourquoi, enfin on est des êtres humains, et donc on ne voit pas pourquoi on ne serait pas toujours déchiré par des contradictions, par des souffrances diverses. Simplement le style de nos malheurs évolue, et j'ai essayé de le mettre en relation avec les transformations normatives. Alors, dans le religieux politique, il y a 2 choses. Hein, c'est-à-dire que oui, je crois que du côté du religieux, il y a un déclin, mais
je ne ferai pas de prévision, hein, un déclin, c'est-à-dire s'il y a bien quelque chose qui est en voie de désinstitutionnalisation, c'est le religieux, et l'envahissement par le thérapeutique, je pense, en est un indice. En revanche, en ce qui concerne le politique, je ne crois pas qu'il y a déclin du politique. C'est pas parce que les idéologies radicales, communistes ont décliné, ne font plus l'objet d'adhésion, tant mieux quand même. C'est pas pour ça que la politique n'a plus son rôle à agir, n'est-ce pas? Elle a des formes d'intervention sur la société qui sont le style d'intervention, la façon dont ça fonctionne, ça évolue en fonction des formes sociales. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin du XIXe siècle, quand on a commencé à voir les partis modernes, eh bien, beaucoup d'essayistes parlaient de la crise de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'était pour eux le parlementarisme. Point barre. Vous voyez. Donc là, on a le passage, disons, j'ai typifié les choses, bien sûr, dans cet exposé. Le passage d'un style de société à un autre implique évidemment des transformations des modes de fonctionnement politique et du style politique. Mais ce n'est pas une crise. C'est simplement, nous avons affaire à une autre phase, et donc le politique se transforme lui aussi. Alors, en ce qui concerne l'appartenance à un groupe, mais de toute façon, plein de gens appartiennent à plein de groupes aujourd'hui. C'est pas fonction de l'individu, cette affaire-là, parce que l'erreur, mais là, il aurait fallu que je fasse tout un exposé en fait là-dessus, parce que on croit souvent que ce sont les individus qui sont devenus individualistes, mais c'est-à-dire plus subjectifs, plus conscients d'eux-mêmes, plus réflexifs, c'est ce que beaucoup de sociologues disent. Mais pourquoi penser que l'individu de l'an 2000, il serait plus subjectif, plus conscient de lui-même que l'individu de 1900 ? Pas du tout, n'est-ce pas? C'est pas logique de penser une chose pareille. Ce sont plutôt nos institutions, nos normes sociales qui se sont transformées, disons, telles que je crois, j'espère avoir raison bien sûr, telles que je les ai décrites. Donc c'est pas, les individus qui sont devenus plus individualistes, les rapports sociaux qui se sont psychologisés, qu'on serait plus subjectif, etc. Non, je crois plutôt que c'est la dimension sociale, la nature sociale de la personne qui s'est modifiée, et c'est ça, si vous voulez, que j'ai essayé de décrire succinctement dans cette conférence. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre, c'est-à-dire quel est le type de social, d'institutionnel qui est en train de se mettre en place, et mieux nous le comprendrons, mieux nous aurons éventuellement des chances d'agir sur lui. Madame, vas-y. Oui, j'aimerais savoir quelle est la relation de cet individu qui se trouve face à sa propre individualité uniquement, la relation avec les valeurs sociales qui ont une fonction de mise en accord des individus les uns avec les autres. Ne croyez-vous pas qu'après tout, vous l'avez mis en évidence avec votre exposé sur la politique à partir des années 70, ne croyez-vous pas donc que la primauté de l'économique aujourd'hui, de la valeur économique, soit l'une des raisons de cette individualisation extrême qui n'a plus de valeurs sociales qui rendent homogène la société? C'est-à-dire que l'économie, c'est une contrainte, mais à partir de là, la gestion de cette contrainte, elle peut être multiple. Donc l'économie, c'est pas simplement une sorte de nature, n'est-ce pas, qui oblige à tel ou tel type de solution. Enfin, moi j'ai l'impression que on en revient à ce dont on commençait à parler, à travers une ou deux questions, c'est-à-dire la place du politique dans cette affaire. Donc moi je ne redirai que ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que l'économique est la cause. Mais ça veut dire moi je pense qu'il faut s'interroger sur ça. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, je sais pas. On ne veut plus de croissance, on ne veut plus de richesse. Est-ce qu'il s'agit de revenir à une forme de vie plus austère? Je veux bien, mais
D'abord, qui a envie de ça et comment est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire que je crois que quand une forme de vie a disparu, c'est fini. On ne peut pas la recréer artificiellement. Je crois qu'il y avait une autre question, mais je ne l'ai pas tout à fait saisie, c'est-à-dire sur les valeurs sociales. Mais quelles valeurs sociales? C'est-à-dire, pour moi, l'individu, il n'est pas face à lui-même comme une entité subjective. Il est traversé de toute façon par le social. Donc, dans les cultes de la performance de l'individu, la valeur par excellence, c'est la réussite personnelle, parce que l'individu est face à lui-même et il n'y a plus de valeur sociale supérieure à celui de réussir. Oui, il n'y a plus. Et au-delà de ça, c'est qu'il n'y a. C'est justement la désinstitutionnalisation du religieux, cette idée que j'ai trop rapidement exprimée, un corps, une vie. C'est plutôt ça qui est, je crois, c'est plutôt ça qui est en cause. Et c'est pour ça, je crois que la dépression a un très bel, disons, un très bel avenir. Oui. Il y a une question là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais moi, si vous voulez, par rapport à votre remarque et votre remarque, moi, la question que j'ai envie de vous renvoyer, dites-nous, réfléchissons un peu, en quoi sommes-nous moins moraux qu'il y a 30 ans, en quoi sommes-nous moins civilisés qu'il y a 30 ans, mais où exactement, n'est-ce pas? Où avons-nous gagné, où avons-nous perdu, selon quels critères? Je crois que c'est à ça, finalement, qu'il faut réfléchir. Excusez-moi, allez-y. Annoncé, moi j'ai perdu de vue l'extrême. Bonsoir monsieur. Je vous vois mal sous les... Ah oui, ça y est. Voilà, en face de... Oui, ça y est, voilà. c'est juste Bien. pour me protéger des Alors, projecteurs, pour vous voir. Bien. Dans la quête annoncée, moi j'ai perdu de vue l'extrême. Pourriez-vous me remettre sur la voie, s'il vous plaît? Justement, le titre ne s'appelait pas. Le titre a été changé. De toute façon, il n'y avait pas l'extrême dedans. Parce que je ne voulais pas traiter de ces questions-là. Mais ce que j'ai voulu simplement dire, c'est qu'on pouvait se servir de toutes ces métaphores, de ces figures, donc de l'extrême, dans cette déclinaison, et que j'insérais dans un réseau sémantique pour, c'est le début de l'exposé, pour essayer d'expliquer, si vous voulez, pour parler du dépassement de soi au quotidien, hein, c'est-à-dire pour parler de ces changements normatifs, voilà. Je crois. Voilà. Oui, allez-y. Oui. Ici. Pardon, monsieur. Oui. Vous ne croyez pas que la dépression dont vous parlez, qui tend à devenir une dépression chronique, ne serait pas la conséquence d'une sorte d'injonction contradictoire? Parce que vous dites, l'individu la société exige l'individu de devenir autonome, mais en lui posant les normes de cette autonomie, c'est-à-dire de devenir productif, de rentrer parfaitement dans les demandes, les exigences de productivité nouvelles compte tenu des développements techniques. Il n'y a pas une contradiction. L'artiste, avant qu'il devenait autonome, il devenait autonome en fonction de ses propres désirs. Il n'est pas autonome en fonction d'une demande sociale, quoi. Le mouvement partait de lui. Il ne partait pas de l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, c'est une exigence de la société. Devenir autonome, c'est une injonction, qu'on appelle une injonction contradictoire, quoi. Soit autonome, quoi. Alors qu'en fait, c'est lui-même qui peut dire « je veux être autonome ». Ça ne peut pas venir de l'extérieur, sinon c'est pas l'autonomie, c'est de l'obéissance, c'est de la soumission à un nouvel ordre, aussi exigeant, sinon pire, puisqu'il se pose même au niveau de l'intériorité, alors qu'avant il y avait une contrainte physique sur le corps, justement, alors que maintenant c'est plutôt une contrainte, même au niveau psychique, au niveau même de ses désirs, quoi, qui doivent être conformes à la demande sociale générée probablement par le système productif, moi. En dernier ressort, pour utiliser une expression ancienne, quoi. Je vois. Ouais, vous voyez. Oui, sur l'expression ancienne en dernière instance. Mais c'est-à-dire que dans votre question, on a l'impression qu'avant, il n'y avait pas d'exigence de la société et que maintenant, il y en a. Non, il y en a eu avant, il y en a aujourd'hui, et le boulot du sociologue ou de l'historien ou de l'anthropologue, c'est de montrer comment elles ont changé et, au fond, de faire, je dirais, la description la plus réaliste possible, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans les changements des exigences, parce que c'est pas vrai qu'avant, il n'y en avait pas, n'est-ce pas. C'est faire la description la plus... Pardon ?
Oh c'était moins intime. Allez regarder les cités minières des patrons du 19e siècle pour voir si le contrôle de la vie privée était plus important qu'aujourd'hui. Je suis désolé, simplement c'était pas le même contrôle de l'intime, et l'intime n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Mais non, c'était des systèmes de contrôle beaucoup plus importants ou autrement importants qu'aujourd'hui. Donc je pourrais vous donner toujours des contre-exemples. Donc ce que je dis, c'est que le boulot dans mon métier, c'est de montrer comment les exigences sociales se sont modifiées, et essayer de faire, disons, une description la plus réaliste possible, et puis aussi, oui, il faut aussi réfléchir à l'évaluation d'un monde vivable en même temps, et je pense, parce que ça m'amène au fond au rôle de la critique, finalement, ça sert à quoi la critique sociale aujourd'hui, c'est-à-dire dans un contexte où nous ne changerons pas de société. Moi, je crois que la critique aujourd'hui, elle doit essentiellement permettre d'ouvrir la voie à l'action. C'est-à-dire s'il s'agit d'éclairer pour ouvrir la voie à l'action. Donc, le problème, c'est de voir précisément comment les exigences changent. Parce que sinon, les contraintes du système productif, en 1900, elles existent aussi. Elles sont autres. Oui. Bonsoir. Excusez-moi pour la... Bonsoir, oui. Donc j'aimerais revenir sur plusieurs choses. Vous avez parlé de mise en scène de soi-même avec cette montée de l'individualisme. Est-ce que vous pourriez parler de votre point de vue sur le point de vue de Guy Debord dans La Société du spectacle, par exemple? Et ensuite, vous avez commencé à évoquer en conclusion de savoir ce qu'il fallait tirer du passage de la dictature, entre guillemets, à une sorte de démocratisation de l'exceptionnel, ce que nous avions perdu ou ce que nous avons gagné. Et à ce sujet, aussi parler de la schizophrénie. Vous avez parlé de la dépression, y ajouter la schizophrénie par rapport aussi à une référence littéraire de science-fiction qui serait 1984, avec donc comme prévision l'obligation du développement de la fonction schizophrénique pour intégrer un milieu social totalitaire. Et en dernier, je rajouterai une dernière petite remarque pour parler d'une sorte de maxime qui traîne dans les milieux anarchiques et qui, pour qualifier cette transition entre totalitaire et démocratie, dit totalitarisme, ferme ta gueule, démocratie, cause toujours. Voilà, donc c'est... Bon, enfin, moi, je n'accepte pas de mettre sur le même plan la démocratie et le totalitarisme, hein, ça c'est sûr. Debord, moi, je ne sais pas quoi en dire. Je sais que quand j'étais jeune, Debord, Van Hegem m'avait beaucoup plu, mais j'étais dans un autre contexte que celui, d'aujourd'hui. Alors, bon, je ne sais pas très bien si j'ai bien saisi ce que vous avez dit à propos de schizophrénie, démocratisation de l'exceptionnel, etc. Moi, je peux dire ce que j'avais en tête en parlant de dépression en relation avec la démocratisation de l'exceptionnel, c'est-à-dire, en fait, on retrouve une vieille figure de la mélancolie, celle de l'âge, disons, de la Renaissance, c'est-à-dire, la mélancolie, c'est quoi? C'est ce qui atteint d'abord l'homme de génie, mais par exception, l'homme d'exception, l'homme de qualité, c'est-à-dire celui qui n'a rien au-dessus de lui-même, justement. Et il me semble que la dépression contemporaine, c'est le mariage de la passion égalitaire qui veut que n'importe qui puisse devenir quelqu'un, et c'est une bonne chose, hein, quand même, le mariage de la passion égalitaire et de la vieille tradition de la mélancolie. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que la dépression est la contrepartie de la démocratisation de l'exceptionnel. D'ailleurs, dans Freud, dans son... j'ai oublié le texte, le titre du texte, parle à propos de la... c'est dans Deuil et mélancolie. Alors il parle de la mélancolie au sens, je pense, plutôt psychotique et pas de la dépression, c'est-à-dire que, bon, avec le délire, etc. Mais il l'a défini, et je pense que c'est intéressant par rapport aux normes d'aujourd'hui, qui sont des normes qui exigent que nous soyons à la hauteur. Il parle de délire de petitesse. Alors, la schizophrénie, c'est autre chose. Hein. La schizophrénie, c'est autre chose, et même en disant des choses très... qui ne rentrent pas dans des analyses un peu, je sais pas, sophistiquées, etc. Le pourcentage, en gros,
de psychoses diverses reste à peu près stable. Hein. Ça ne bouge pas, quels que soient les facteurs sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est quand même indépendant du normatif. Alors, bien entendu, les formes de délire, d'hallucination, tout ça, les symptômes peuvent être touchés par l'environnement culturel. Mais enfin, c'est très secondaire. Et vous citez 1984. Mais bon, moi, je pense qu'il faut quand même totalement séparer la démocratie du totalitarisme, sinon on retombe dans les pires confusions et dans des illusions dangereuses. Alors moi, je citerai un autre roman de science-fiction qui, au fond, est peut-être l'utopie du dopage. C'est le roman de Philippe Cadic, qui est Ubik, où, au fond, chacun peut avoir au quotidien sa petite pilule stimulante, dépressante, apaisante, endormissante, etc. C'est peut-être un de nos avenirs, mais je dirais que retenons tout de suite la pulsion de dénonciation morale sur ce genre de choses, c'est-à-dire que de toute façon, nous allons vivre de plus en plus avec des substances psychotropes en tout genre. Je crois que ce n'est pas pour ça que nous allons nous transformer en robots chimiques. Je vous remercie.